Bon, voilà, je vous souhaite bonne soirée. Donc, avant de passer la parole à nos conférenciers, quelques informations. Donc, la prochaine conférence, c'est le jeudi 14 mars sur économie, alimentation et écologie avec Michèle Rivasi, députée européenne des Verts, en espérant qu'elle sera libérée car elle a été emprisonnée en Belgique pour avoir manifesté contre les armements nucléaires dans les avions de l'OTAN. Donc cette conférence se fera avec un journaliste, avec Gérard Lepuy. Ce même jour se tiendra au campus de Saint-Jean-d'Angély le séminaire sur le néolibéralisme sur le thème « Les médias et la promotion du néolibéralisme ». On a été obligé de faire cela le même jour car le 7 mars, nous recevons Lilian Thuram donc à l'université Saint-Jean-d'Angély au Grand Amphi. Donc le 7 mars à 18h30. Lilian Thuram, pour ceux qui ne le savent pas, c'était notre champion du monde en 98. Cette belle équipe de foot. Donc cette conférence se fait en partenariat avec le CHRI, Centre historique de recherche des idées de l'Université de Nice, section de philo, avec l'association des ultramarins de la région sud, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant. PACA, je l'ai dit l'autre fois, il paraît que ça, c'est pas très bien. Donc Lilian Thuram a créé une fondation d'éducation populaire et il organise donc de nombreuses visites auprès des jeunes, dans les lycées, dans les clubs sportifs. Donc avant notre conférence le matin, il rencontrera les lycéens du lycée de l'Ouest. Donc sur le thème « On n'est pas raciste, on le devient », est-ce que la réponse contre le racisme serait-elle la citation de Erasme, humanisme, philosophe du XVe siècle, « L'homme ne naît pas homme, il le devient ». Donc peut-être que le philosophe va pouvoir pas disserter là-dessus. Lilian Thuram nous apportera des réponses sur ces questions-là. Donc ce soir, nous abordons notre conférence sur le populisme, sujet très d'actualité. On voit ce qui se passe en France, en Europe, sur notre planète. Donc ce soir par Jean Quétier, doctorant en philosophie, rédacteur en chef de la revue Cause Commune. Voilà, donc je lui passe la parole. Merci aux Amis de la Liberté pour cette invitation. Alors, peut-être pour commencer, vous dire, disons, quel angle je vais choisir pour parler ce soir du populisme, parce qu'il y a de multiples façons de le faire, et pour ma part, puisque effectivement, ça a été rappelé, c'est un sujet très débattu, un sujet d'actualité, moi je vais privilégier un angle particulier de discussion, c'est celui du populisme du point de vue de la philosophie politique contemporaine. Donc, un examen du concept de populisme à travers le prisme de la philosophie politique. Pourquoi préciser cela? Parce que le terme populisme renvoie à tout un tas de choses différentes. C'est un terme finalement assez ancien, même s'il a gagné en actualité ces dernières années. C'est un terme qu'on retrouve dans le vocabulaire politique du XIXe siècle, par exemple. Si on pense aux populistes russes, les narodniki, c'est quelque chose d'assez ancien. Ou au cours du XXe siècle, si on pense à l'Amérique latine, évidemment, il y aurait aussi des choses à dire, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets-là. Donc moi je vais plutôt me concentrer sur la manière dont finalement ce concept de populisme est apparu ou est réapparu, ou s'est réinscrit, disons, dans le vocabulaire politique ces dernières décennies, et particulièrement en France. Alors, il faut essayer de comprendre un petit peu finalement de quelle manière on en est arrivé
dans le vocabulaire politique contemporain à parler de populisme, parce que c'est quelque chose qui n'avait rien, je dirais, d'évident. Hein. Si on remonte aux années 70, je pense que on pourrait faire l'expérience, écouter un peu les discours politiques des responsables des différents partis français, le terme populisme serait sans doute assez peu présent. Alors qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est d'abord, hein, en France, à travers la montée du Front National, notamment au cours des années 80-90, que le terme populisme va faire son apparition. Et je dirais, hein, donc c'est d'abord pour parler de l'extrême droite, finalement, que le terme de populisme a été employé, et on va voir par qui, d'abord par un certain nombre de commentateurs de la vie politique française. Et il est intéressant, c'est peut-être une première remarque hein, qui pourra amener à discussion, mais de constater qu'on a commencé à parler de populisme pour désigner l'extrême droite en France à partir du moment où on a cessé de parler de fascisme. Grosso modo, on a arrêté d'appeler l'extrême droite fasciste et on a utilisé dans le vocabulaire du commentaire politique le terme populisme pour remplacer ce mot-là. Et je dirais, et ça, il y a des études intéressantes en sciences politiques hein, de ce point de vue-là, ce que je vais dire à ce sujet n'a rien d'original, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je ne fais que reprendre pour l'essentiel des analyses qui ont été notamment développées par Annie Collevald, hein, dans un livre qui est assez intéressant, qui a déjà quelques années, hein, sur le populisme du Front National, qu'elle appelait un dangereux contresens. Et Annie Collevald a écrit son ouvrage sur le populisme du Front National pour parler du Front National d'avant Marine Le Pen. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui aurait commencé finalement avec la dite dédiabolisation du Front National, qui s'appelle même plus Front National maintenant, mais qui s'appelait encore Front National il y a très peu de temps. C'est quelque chose, au fond, qui a commencé, l'usage hein, du terme populisme dans le vocabulaire politique français, a commencé dès les années Jean-Marie Le Pen. Hein, et c'est un terme qui a été, disons, lancé, hein, notamment par quelqu'un qui s'appelait Pierre-André Taguieff, à la fin des années 80, et qui a commencé à parler de national-populisme pour désigner hein, le Front National de Jean-Marie Le Pen. Rapidement, hein, ce concept de populisme, sous différentes formes, a été repris et mis, disons, en avant par les 10 experts hein, du CEVIPOF. Hein. Le CEVIPOF, vous en avez sans doute entendu parler au moins une fois ou deux, même sans forcément savoir ce que c'est, parce que très souvent, sur les plateaux de télévision, on interroge les experts du CEVIPOF. Hein. Le CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. C'est notamment quelqu'un hein, qui a joué un rôle important de ce point de vue-là, hein, Pascal Perrineau, qui a mis en avant ce terme de populisme et qui a commencé à parler d'un thème dont on va voir qu'il va jouer un rôle important hein, dans la constitution, dans l'inscription de ce vocabulaire-là dans le champ politique, qui est le terme de gaucho-lepénisme. Hein, de gaucho-lepénisme qui va petit à petit faire son chemin dans le commentaire politique. Et qu'est-ce qu'il y a, alors vous le pressentez déjà, hein, lorsqu'on entend le terme de gaucho-lepénisme, qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette idée-là? Eh bien c'est l'idée d'une nouvelle polarisation du champ politique. Et ça c'est extrêmement important hein, pour comprendre l'usage qui va être fait du terme de populisme. Nouvelle polarisation du champ politique, qui est de dire qu'au fond la vie politique, notamment en France, hein, même si après ça va s'élargir, disons, à l'ensemble au moins de l'analyse de la vie politique en Europe, mais on concentre en particulier sur le cas français. Nouvelle polarisation qui est de dire qu'au fond, le clivage traditionnel, gauche-droite,
est appelé à être remplacé par un autre clivage, qui est plutôt celui du centre et des extrêmes, ou du centre et des extrêmes, qui donc ne serait plus tant défini, comme on va le voir, par un contenu politique, des mesures de droite ou des mesures de gauche, mais peut-être, ça c'est aussi quelque chose d'important pour comprendre un petit peu comment le terme de populisme fait son apparition, quelque chose qui relèverait plutôt d'un style politique. Un style politique, c'est-à-dire qu'il y aurait les gens raisonnables, modérés, qui seraient au centre droit ou au centre gauche, et puis des gens qui seraient les fous furieux de tous bords, d'extrême gauche, d'extrême droite, mais qui, au fond, se rejoindraient dans un rejet commun de la raison, de la modération, de la compétence, etc. etc. Il faut bien voir que la manière dont, dans le discours politique, ce nouveau clivage, le clivage centre-extrême, qui va être central dans l'idée qui va se développer autour du populisme, parce que le populisme, ce serait justement ces extrêmes. Ce qui est frappant, c'est que donc, ce nouveau clivage, qui vient un peu remplacer le clivage gauche-droite dans le commentaire politique, cette idée se développe en parallèle d'une autre thématique, disons plus sociologique que directement politique, si l'on veut, qui est la thématique de la moyennisation de la société française. C'est-à-dire que tout comme, finalement, il y aurait dans le champ politique des forces centrales, moyennes, modérées, si l'on veut, et puis des extrêmes qui échappent à ce centre, si l'on veut, eh bien, il y aurait aussi dans le champ social, finalement, une sorte de grande classe moyenne, et puis des gens un peu aux deux extrêmes, c'est-à-dire l'extrême richesse d'un côté et l'extrême pauvreté de l'autre. Et c'est ce qui va aussi pousser finalement cette idée-là, l'idée de la moyennisation de la société, à redéfinir quelque chose qui était d'abord du côté du clivage de classe, quand on comprenait la polarisation gauche-droite, elle se pensait d'une façon ou d'une autre, avec des nuances évidemment, je dis ça de manière qu'il faudrait sans doute nuancer, mais grosso modo qui peut se retrouver dans la thématique du clivage de classe, quelque chose qui dans le vocabulaire politique va être plutôt du côté de ce qu'on a appelé en anglais les insiders et les outsiders. Donc les gens qui sont bien intégrés dans l'emploi, dans la mondialisation, dans ce que vous voulez, et puis tous les gens qui sont laissés un peu de côté. Et ces outsiders, ces gens qui sont laissés de côté, c'est au fond ce qu'on va appeler le peuple des populistes, c'est-à-dire le peuple qui va devenir presque un gros mot, comme on va le voir, c'est-à-dire le peuple plèbe ou le peuple populace, susceptible justement de se laisser entraîner par les populistes, qu'ils soient au fond de gauche ou de droite. Même si, encore une fois, il faut bien avoir en tête qu'à ce moment-là, parce que je vais venir après à la question du populisme de gauche, qui est évidemment depuis quelques années, mais de manière, je dirais, beaucoup plus récente, en tout cas en France, un thème qui va prendre de l'importance. Il faut bien comprendre que pendant quand même un certain temps, pendant plusieurs décennies, au moins les décennies 90-2000, c'est d'abord la cible principale que vise finalement le terme populisme, c'est l'extrême droite, et c'est le Front National en particulier. Et évidemment, il y a un danger d'emblée qui est, là je reprends aussi ce que dit Annie Colleval, qui a un danger dès ce moment-là, dès ces années-là, à utiliser le terme populisme pour qualifier ce qu'est le Front National. Pour quelle raison? Eh bien parce que le terme populisme, dans le commentaire politique,
va finalement conduire à accorder, paradoxalement, au Front National ce qu'il désire, c'est-à-dire faire la démonstration qu'il est du côté du peuple. Parce que finalement, quand on utilise le terme populisme, même si le peuple dont on parle, c'est un peuple qu'on méprise d'une certaine façon, c'est le peuple que méprise le commentateur politique, eh bien il lui accorde un petit peu cette idée finalement qu'il serait du côté du peuple. Et le thème qui se développe finalement en parlant du populisme et du Front National, c'est celui d'un Front National extrêmement démocrate en quelque sorte, par trop, qui pousserait la démocratie en quelque sorte à l'extrême. Et c'est un petit peu le paradoxe finalement de ce qui se veut, comme le dit Annie Kollowald, une injure polie, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce terme populiste quasi exclusivement en mauvaise part, c'est pour dénoncer quelque chose, c'est pour dénoncer le Front National, qu'un certain nombre de commentateurs politiques vont utiliser ce terme-là, et il y a un paradoxe qui est qu'en dénonçant le Front National de cette façon-là, en utilisant le terme populiste, eh bien, on finit par lui accorder un petit peu ce qu'il prétend faire finalement, on lui fait cadeau, en quelque sorte, de cette dimension démocratique, plébéienne, si l'on veut. Et je cite de ce point de vue ce que dit Annie Kollowald, qui me semble assez symptomatique. En utilisant ce terme populisme, on situe le danger que représente le Front National, non pas dans des dérogations aux idéaux et aux pratiques démocratiques, mais dans cette radicalité supposée qui consiste à en appeler au peuple contre les élites. Donc on voit un petit peu le problème que cela pose. Alors, évidemment, il y a, comme je vous le disais, une forme de mépris qui peut être qualifié de mépris de classe, finalement, qui consiste à localiser, lorsqu'on utilise le terme populisme, le danger dans les groupes de la population qui vont être les plus fragiles socialement, finalement, qui seraient ceux qui seraient le plus attirés, en quelque sorte, par le Front National. Et comme je vous le disais, c'est aussi une manière de définir le Front National par un style politique plutôt que par un contenu. Et il y a une idée qui va être évidemment une idée importante et qui va me permettre de m'acheminer un petit peu vers la discussion qui va porter sur le populisme de gauche. Il y a une idée importante qui va, à mon sens, se retrouver dans les thématiques du populisme de gauche et qui renvoie au terme que je citais tout à l'heure, au terme de Pascal Perrineau, le terme de gaucho-lepénisme. Qu'est-ce qu'est censé dire le terme gaucho-lepénisme, qui apparaît beaucoup dans ouvriéro-lepénisme, enfin on a tout un tas de variantes de ce type-là. Lorsque ce terme est utilisé, notamment après les succès électoraux de Jean-Marie Le Pen, présidentielle de 95, 2002, etc., c'est l'idée que les électeurs du Front National seraient essentiellement d'anciens électeurs de gauche, notamment, évidemment ça, c'est quelque chose qui est rebattu, d'anciens électeurs communistes, qui seraient principalement donc, des ouvriers, des anciens communistes, etc., qui se seraient tournés vers le Front National. Ça, c'est la thèse, finalement, qui est implicite lorsqu'on utilise le terme gaucho-lepénisme ou le terme de populisme tel qu'il se développe à ce moment-là. Ce qui est une manière, au fond, assez commode d'accréditer une thèse qui est assez discutable du point de vue des enquêtes électorales, qui est la thèse des vases communicants. La thèse des vases communicants, ce qu'on dit anciens électeurs de gauche qui votent, disons, pour le Front National, c'est le thème des vases communicants, c'est-à-dire que ce seraient les mêmes personnes, alors que
les enquêtes électorales montrent que souvent il y a... c'est pas parce que vous avez sur le même territoire, vous superposez les cartes comme ça, vous avez la carte, j'en sais rien moi, du Nord-Pas-de-Calais dans les années 60, la carte électorale, puis vous mettez celle de 2017, et puis vous voyez que les choses se recoupent. Évidemment, là, quand vous faites ça, vous oubliez qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont nés, que ce n'est pas les mêmes personnes. Mais le thème des vases communicants, ça consiste à faire abstraction de tout cela et à superposer tout simplement les cartes et à dire ce sont les mêmes personnes qui sont passées d'un extrême à l'autre parce que finalement il y aurait une communauté qui serait, encore une fois, plus que du contenu du point de vue du style, voilà, bon, il y aurait des vases communicants entre populisme de gauche et populisme de droite, ce qui est beaucoup, ça se construit beaucoup autour d'un certain fantasme d'ailleurs de la figure de Georges Marchais, c'est-à-dire voilà, les gens qui auraient aimé le style de Georges Marchais se seraient retrouvés d'une façon ou d'une autre voilà. Ça c'est quelque chose qui fait un petit peu partie de l'impensé, je dirais, du concept de populisme, et qui se retrouve un petit peu comme une thèse très peu questionnée dans le commentaire politique, et qu'on admet finalement, on admet que c'est comme ça, et donc il faut trouver des moyens de lutter contre cela, ou de faire en sorte que ça se passe différemment, mais en gros cette idée-là, elle n'est pas remise en question. Alors, je dirais que c'est à partir finalement de cette idée, lorsqu'on a admis cette idée-là, que l'on peut voir comment finalement le populisme de gauche va se constituer comme théorie politique, à partir de cette thématique-là. Et je dirais que une des façons de le comprendre, me semble-t-il, que je trouve personnellement assez parlante, c'est de réfléchir à ce dessin de Plantu, que vous connaissez sans doute, ou un certain nombre d'entre vous je pense, qui était paru dans Le Monde dans la campagne présidentielle de 2012, si je ne m'abuse. Vous aviez deux pupitres, vous aviez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui lisaient un discours, et puis vous aviez le discours qui, d'un pupitre à l'autre, se rejoignait. Vous aviez ils lisaient le même papier, en fond. Et puis il y avait écrit, le titre, c'était « L'ascension des populismes ». Évidemment, voilà, là vous avez, je trouve que ce dessin de Plantu résume assez bien l'idée. C'est-à-dire, voilà, vous avez les deux qui au fond lisent la même chose. Alors, c'est-à-dire aussi qu'ils s'adressent aux mêmes personnes. Bon. Alors évidemment, la théorie du populisme de gauche, d'une certaine façon, on va le voir, elle prend au sérieux cette image-là. Elle prend au sérieux l'image de Plantu, et elle dit que, au fond, l'image de Plantu est assez fondée. Et d'ailleurs, c'est assez, à mon sens, symptomatique aussi de l'évolution qui a pu y avoir dans le fait de renverser ce qui était d'abord une invective, c'est-à-dire que le terme de populisme n'était pas revendiqué à ce moment-là, au moment où Plantu fait ce dessin-là. Tout le monde à gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon le premier, crie au scandale en disant « c'est scandaleux, populisme, c'est scandaleux, je ne suis pas populiste ». Et on va voir que dans la conjoncture plus récente, et à la faveur justement d'une théorisation qui est celle du populisme de gauche et qui, à mon sens, pose un certain nombre de problèmes dont on va parler, eh bien, il y a au fond l'idée qu'il y aurait quelque chose de vrai quand même dans ce dessin, et que on peut le prendre en partie au sérieux. Alors, pour comprendre un petit peu comment les choses se passent, comment le populisme va devenir de ce qu'il était encore, je dirais, au début des années 2000, je pense jusqu'en 2010, en tout cas en France, c'était quelque chose dont personne, à gauche en tout cas, n'aurait eu l'idée de se réclamer. C'est quelque chose d'assez nouveau finalement, qui date d'il y a quelques années, cette idée qu'on pourrait
retourner le stigmate en quelque sorte, transformer cette insulte polie en quelque chose dont on pourrait, que l'on pourrait s'approprier. Alors moi je vais essayer de comprendre à partir de principalement des ouvrages de philosophie politique qui sont ceux de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, hein, parce que je suis pas disons que cette introduction sur le commentaire politique, je me suis appuyé sur ce que les politistes avaient pu faire, hein, mais je ne suis pas spécialiste du commentaire politique. Ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre comment, dans la construction finalement de ce populisme, cette théorie populiste de gauche, des gens en France, en Espagne, ailleurs, ont pu trouver eh bien une assise théorique dans les ouvrages de Mouffe et de Laclau, qui évidemment ont joué un rôle assez considérable. Alors je vais un petit peu vous en parler. Alors évidemment, c'est notamment le cas avec la France insoumise, c'est aussi de manière un petit peu plus ancienne, mais pas beaucoup plus ancienne, le cas en Espagne avec Podemos. Hein. Cette référence, disons, à la théorie de Mouffe, vous avez eu, notamment un petit peu avant la campagne présidentielle de 2017, il y avait eu des rencontres assez longues, des débats publics entre Jean-Luc Mélenchon et Chantal Mouffe, par exemple. Hein. Je vais surtout parler de Chantal Mouffe, là, parce que Ernesto Laclau est décédé, mais Chantal Mouffe continue à produire beaucoup de ce point de vue. Hein. Elle a encore, en français, est paru encore un ouvrage sur le populisme de gauche relativement récemment, hein, quelques mois. Et il y a aussi eu un travail de coécriture, d'ouvrage avec quelqu'un qui est un responsable de Podemos, hein, Inigo Errejón, hein, avec qui Chantal Mouffe avait co-rédigé un livre, hein, qui en français s'appelle « Construire un peuple ». Donc il y a des rencontres réelles qui se font et il y a la volonté d'asseoir une stratégie politique sur une philosophie. C'est pour ça que moi je vais vous parler de cette philosophie-là. C'est pas quelque chose de purement, disons, anecdotique. Alors qui est Chantal Mouffe, peut-être en quelques mots, hein, c'est une philosophe belge. Hein, comme je le disais, ses travaux sont assez liés à ceux d'Ernesto Laclau, qui est décédé il y a quelques années, et c'est avec lui qu'elle avait coécrit l'un de ses ouvrages les plus importants, hein, l'un de leurs ouvrages les plus importants, qui s'appelle « Hégémonie et stratégie socialiste », qui est un ouvrage déjà assez ancien, dont j'aurai l'occasion de dire quelques mots, parce que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que les deux auteurs, hein, précisent assez longuement le rapport qu'ils entretiennent avec le marxisme et la manière justement dont ils vont essayer de se repositionner par rapport à la manière dont le marxisme formulait les choses. Alors, peut-être pour commencer, faut-il dire quelques mots de ce que Chantal Mouffe appelle le politique, hein, pour comprendre, disons, la philosophie de Chantal Mouffe. Il faut comprendre ce qu'elle appelle le politique et qui, selon elle, se distingue de la politique, au sens où, si vous voulez, le politique est toujours le lieu, pour elle, de la conflictualité. Le lieu de la conflictualité, ce qui va la conduire à rejeter toute perspective, au fond, de réconciliation de la société, sous différentes formes, aussi bien, disons, la forme libérale que la forme, disons, marxiste, pour le dire très, très rapidement. Alors, j'en dirai quelques mots, d'abord de cette conception du politique. Je présenterai ensuite les différentes caractéristiques,
de ce qu'on peut appeler le populisme de gauche, et puis je reviendrai peut-être de manière plus rapide, mais pour lancer la discussion sur, à mon avis, un certain nombre de points qui posent problème dans cette conception du populisme de gauche et qui peuvent être assez dangereux. Alors, je commence d'abord par sa conception du politique, parce que c'est, je pense, quelque chose de central si l'on veut vraiment comprendre comment la théorie populiste se construit. Donc je le disais, le politique, tant qu'il se distingue de la politique, c'est la dimension d'antagonisme constitutive des sociétés humaines, hein, quelles que soient, au fond, les pratiques et les institutions qui organisent la coexistence humaine. Hein. Les pratiques et les institutions, c'est ça qu'elle appelle la politique, par opposition aux politiques. Le politique, c'est le fait qu'il y ait toujours, quelle que soit la manière dont vous allez organiser les choses, vous allez avoir toujours cette dimension d'antagonisme. Et qu'est-ce que ça veut dire de manière peut-être plus imagée, plus simple, cette idée hein, que le politique, c'est d'abord la conflictualité, c'est l'idée selon laquelle il y a toujours, au sein de la société, l'essence même du politique, c'est toujours de faire le partage entre un eux et un nous. Ça, c'est vraiment le cœur, je dirais, de sa conception du politique, hein, c'est-à-dire il y a eux et nous. Le fait même du partage entre eux et nous, c'est ça, de fond, le politique. Alors, pour comprendre un petit peu d'où ça vient, hein, cette idée n'est pas quelque chose que Mouffe et Laclos sortent de nulle part, hein, c'est quelque chose qu'ils empruntent notamment à Carl Schmitt, hein, Carl Schmitt qui était un philosophe allemand, donc qui était par ailleurs membre du parti nazi, hein, qui était quelqu'un qui était véritablement un philosophe d'extrême droite, qui considérait que il a écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle La notion de politique, que le politique se définissait à partir de la polarité de l'ami et de l'ennemi. Alors, Mouffe, évidemment, ne reprend pas telle quelle la théorie de Carl Schmitt, mais elle va chercher à jouer, comme elle le dit elle-même à plusieurs reprises, hein, Schmitt contre Schmitt, c'est-à-dire à reprendre cette dimension, au fond, d'antagonisme qui était présente dans la thématique de l'ami et de l'ennemi, mais en s'en démarquant, c'est-à-dire en construisant en quelque sorte un rapport entre eux et nous qui ne tombe pas dans la polarité ami-ennemi. Parce que la polarité ami-ennemi, chez Carl Schmitt, évidemment, quand vous savez qui c'est, ça tombe un peu sous le sens, son débouché naturel, c'est évidemment la guerre. La politique débouche sur la guerre. Or, ce que Mouffe va chercher à faire, c'est à reprendre à Carl Schmitt un certain nombre d'éléments et, en quelque sorte, à lui ôter sa dimension guerrière, si l'on veut, en rendant la relation eux-nous compatible avec la démocratie. En gros, voilà ce qu'elle cherche à faire. C'est pour ça qu'elle va remplacer la polarité ami-ennemi dans le rapport entre eux et nous des sociétés démocratiques. Elle va chercher à le remplacer par une polarité entre des adversaires. Des adversaires sont des gens avec lesquels vous êtes dans un rapport d'opposition, mais que vous ne cherchez pas à détruire. Voilà. Alors, je vous passe un petit peu les détails, mais elle transforme cette idée d'antagonisme, ce qu'elle va appeler l'agonisme. Elle va montrer un petit peu comment elle va faire évoluer le rapport, c'est-à-dire le rapport d'opposition eux et nous qui rentrerait dans le cadre d'une politique démocratique. Et elle va considérer que la démocratie est en quelque sorte le lieu d'un paradoxe. C'est un thème qui est important dans sa philosophie, qu'il faudrait chercher à assumer d'une certaine façon, sans chercher à le résorber. C'est-à-dire que la démocratie, elle serait constitutivement structurée autour de cette polarité entre eux et nous. Et ça, il
qu'il faudrait le maintenir absolument parce que c'est ce qui, en quelque sorte, constituerait un peu la vitalité d'une société démocratique. C'est ce qui l'a conduit à définir en quelque sorte sa conception de la démocratie, hein, sous un terme qui peut paraître un peu compliqué, mais qui, bon, une fois que vous avez ces idées-là en tête, c'est pas si compliqué que ça. Hein, elle parle de pluralisme agonistique. Hein. Pluralisme, vous avez plusieurs forces, et agonistique, ben, ce sont des forces qui s'affrontent dans un rapport qui est celui d'une opposition entre un nous et un eux. Ce sont des oppositions entre des adversaires. Et justement, Mouffe va considérer que, à partir du moment où on supprime l'affrontement démocratique, hein, cette dimension d'affrontement, eh bien, on se retrouverait face à d'autres formes d'identification collective qui seraient, selon elle, hein, potentiellement totalitaires. Alors, bon, il faut bien comprendre que, avant tout, hein, même si dans les années, je dirais dans les années 80, Mouffe a cherché à construire, Mouffe et Laclos ont cherché à construire leur théorie en se démarquant en partie du marxisme. Le marxisme n'est pas, de ce point de vue-là, leur adversaire principal. Leur adversaire principal, et notamment dans les ouvrages les plus récents, l'adversaire principal de Mouffe, ce sont les théoriciens, disons, de ce qu'on a appelé la troisième voie, hein, les théoriciens libéraux, qui défendent une vision, on va dire, technocratique, post-politique, où il n'y aurait pas du tout d'affrontement, parce qu'on serait précisément, hein, si vous repensez à ce que je disais tout à l'heure sur ce clivage du centre et des extrêmes, hein, on serait finalement dans une sphère où il ne devrait pas y avoir de conflit parce qu'on chercherait à gérer les choses de manière la plus rationnelle possible autour d'une forme de consensus qui est assez typique, hein, disons, des positions centre-gauche et centre-droit qui rejettent un petit peu de côté notamment le clivage droite-gauche. Donc dans un certain nombre de ces ouvrages, qui sont déjà maintenant un peu anciens, Mouffe avait pris pour cible quelqu'un comme Anthony Giddens, hein, par exemple, qui était un sociologue qui était le conseiller de Tony Blair. Hein, et elle a considéré qu'une partie de sa vision de la politique était en quelque sorte validée d'une certaine façon par la montée des populismes, enfin ce qu'elle appelle les populismes de droite en Europe. Elle prend, elle a pas mal analysé de ce point de vue la situation autrichienne, hein, par exemple, à l'époque de la montée du FPE, hein, de Jörg Haider, qui s'était fait sur fond de décennies de grandes coalitions entre libéraux et sociodémocrates. Bon, on a cherché à expliquer les choses comme ça, en disant que c'est parce que, au fond, le clivage gauche-droite ne permettait plus, au fond, au conflit de s'exprimer, qu'il avait fini par s'exprimer d'une autre manière à travers, au fond, la montée de l'extrême droite. Alors, je disais que, effectivement, il y a cette dimension-là qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que l'un des adversaires principaux, c'est la théorie, ce sont les théoriciens de la troisième voie. Après, il y a, et ça renvoie, hein, à un ouvrage que j'ai évoqué, hein, qui est Hégémonie et stratégie socialiste, qui est un ouvrage des années 80. Il y a aussi, de la part de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclos, une volonté de se démarquer également du marxisme en lui opposant des arguments qui sont parfois assez similaires, hein, à ceux qu'elle va opposer aux théoriciens, disons, sociolibéraux. Alors, comprendre un petit peu dans quelle perspective, hein, se situe cet ouvrage-là, il faut savoir que Hégémonie et stratégie socialiste, hein, qui est
peu le premier grand exposé de leur théorie politique, c'est d'abord et avant tout une critique du marxisme formulée, je dirais, d'un point de vue postmoderne. Point de vue postmoderne. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie postmoderne? Le terme postmoderne, c'est un terme qu'on entend parfois, on ne sait pas forcément bien ce à quoi ça renvoie. Hein. La philosophie postmoderne, ça n'est pas un courant théorique constitué, mais c'est une forme de philosophie qui va rassembler un certain nombre d'auteurs qui ont en commun le rejet du rationalisme et l'idée selon laquelle le réel est un ensemble de constructions discursives, c'est-à-dire le réel est construit uniquement par le discours, et donc il faudrait d'une certaine façon réduire l'objectivité du social au discours que les agents tiennent sur eux-mêmes et sur les autres. Hein. Il n'y aurait rien au-delà, finalement, des différents discours que les gens tiennent les uns sur les autres. Et évidemment, je dirais que l'un des points importants, hein, c'est que cette manière, ce discours postmoderne, va s'opposer à quelque chose qui joue un rôle central dans le marxisme, c'est la théorie des classes sociales. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un ancrage, je dirais, structurel, hein, celui des classes, qui transcenderait, qui serait plus et autre que le discours que les différents acteurs sociaux tiennent sur eux-mêmes. C'est-à-dire que vous appartenez à une classe sociale, même si vous pensez que vous n'appartenez pas à cette classe sociale, vous appartenez quand même à cette classe sociale. Pour Mouffe, ça n'a pas de sens, puisqu'il n'y a rien d'autre, au fond, que le discours, c'est-à-dire la manière dont vous-même vous vous percevez, voilà, hein, pour le dire très rapidement. Parce que, évidemment, la prise de distance, disons, postmoderne, qui est celle de Mouffe et de Laclos, à l'égard du marxisme, lorsqu'elle prend, disons, de manière privilégiée pour cible la théorie des classes, elle prend pour cible l'idée que les classes sociales, les différents individus qui composent les classes sociales, ont des intérêts objectifs. C'est-à-dire qu'ils en aient conscience ou qu'ils n'en aient pas conscience, les prolétaires ont des intérêts communs, ou les bourgeois ont des intérêts communs, même si en général ils en prennent plus facilement conscience. Mouffe va dire ça n'a pas de sens. Si vous voulez, l'une des distinctions que Mouffe va prendre pour cible, c'est une distinction classique dans le marxisme, hein, disons, c'est la distinction entre classe en soi et classe pour soi. Vous auriez une classe en soi, constituée par la position que les différents acteurs occupent dans le processus de production, et la classe pour soi qui correspondrait à la conscience que les acteurs ont de leur propre position et donc des intérêts qui vont avec. Et évidemment, dans le marxisme, vous pouvez, à travers cette distinction, expliquer qu'il n'y ait pas une sorte de transparence complète, et que les gens n'aient pas conscience immédiatement des intérêts qui sont les leurs. Chez Chantal Mouffe, cette distinction va être mise à distance, hein, elle va être, je dirais, rejetée comme quelque chose, au fond, d'injustifié et qui expliquerait, hein, en quelque sorte, qui relèverait de l'essentialisme, hein, c'est-à-dire que de l'essentialisme au sens où le marxisme considérerait qu'il y a une essence du prolétariat qui est de faire la révolution, ou en tout cas d'avoir des intérêts qui lui sont propres, quelle que soit la conscience qu'il en a ou pas. Et au fond, ce type de distinction, hein, que Mouffe va mettre à distance, en mettant à distance plutôt cette forme de distinction qu'on retrouve dans le marxisme, eh bien,
Mouffe et Laclos vont chercher à montrer qu'il n'y a aucune relation logique entre ce qu'ils vont appeler les objectifs socialistes, hein, puisque le livre s'appelle Hégémonie et stratégie socialiste, donc dans les années 80, ils revendiquent, disons, encore une perspective qui se dit explicitement socialiste, et, disons, la position des agents sociaux à l'intérieur des rapports de production. Hein. Précisément parce qu'ils rejettent, disons, le concept d'intérêt objectif. Hein. Donc, ça c'est un élément important de leur critique du marxisme. Alors, évidemment, ils ne considèrent pas le marxisme comme un bloc homogène et sans nuance, et ils vont s'intéresser à certains auteurs de la tradition marxiste qu'ils vont considérer comme étant, d'une façon ou d'une autre, à tort ou à raison, en rupture avec cette logique-là. Ils ont un intérêt, on pourra y revenir si vous voulez, mais je vais essayer d'avancer un petit peu vu l'heure qu'il est. Pour Gramsci, par exemple, hein, ça c'est indéniable et ça revient sous différentes formes. Mais disons qu'il faut avoir en tête que c'est sur le fond, disons, de cette critique d'un marxisme jugé essentialiste que va se constituer une partie de leur théorie populiste, et notamment, disons, en s'appuyant sur une certaine compréhension du concept d'hégémonie. Je vous disais qu'il y a un intérêt chez eux pour Gramsci, même si évidemment la manière dont ils vont comprendre l'hégémonie n'est pas tout à fait... disons que c'est une lecture de Gramsci qui fait un petit peu l'économie de sa théorie des classes, et ce qui est un petit peu problématique. Mais je passe rapidement là-dessus. J'en viens plus précisément à, disons, la manière dont, à partir de cette double critique, hein, critique des théories de la troisième voie et critique du marxisme, comment Mouffe et Laclos en viennent à formuler leur théorie du populisme. Alors là, je vais m'appuyer peut-être de manière plus détaillée sur un ouvrage de Laclos qui s'appelle La raison populiste, qui est, à mon avis, l'exposé de ce point de vue-là qui est le plus complet, hein, parce qu'il se confronte vraiment à des questions un peu compliquées, en tout cas des questions les plus polémiques, je dirais, hein, comme celle du leader charismatique ou des choses comme ça. Hein. Donc, là, on va rentrer un peu dans le dur. Alors, il faut comprendre que, avant même de devenir un projet, chez Mouffe et Laclos, hein, le terme de populisme va d'abord désigner une situation. Il y aurait des situations populistes, hein, qui émergeraient dans des situations post-politiques, un petit peu, c'est-à-dire qui se veulent post-politiques, font un peu comme la nôtre, c'est-à-dire où il y aurait justement le clivage gauche-droite qui serait gommé, et c'est ce qui créerait en quelque sorte les conditions d'une situation post-politique. Hein, là encore, pour qualifier ce type de situation, ils ont tendance à reprendre un concept de Gramsci qui est celui de crise organique, hein, pour essayer de comprendre comment un bloc de pouvoir traditionnel va s'effriter, hein, parce que les canaux institutionnels chargés d'apporter des réponses aux demandes populaires vont se retrouver un petit peu obturés. Alors, si pour Mouffe et Laclos, hein, le populisme de gauche, parce que c'est, disons, de cela qu'il va s'agir, hein, peut constituer une réponse satisfaisante à ce genre de situation, hein, une réponse dont il faudrait se réclamer, eh bien, c'est en raison notamment, hein, de la place très importante, hein, qu'ils vont conférer aux affects
dans l'explication sociale. Ça, c'est un élément aussi évidemment très important, qui n'est pas sans lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le populisme va davantage être défini par un style que par un contenu. Ça va évidemment de pair avec l'idée que la sphère politique serait d'abord constituée et explicable à partir d'affects. Là encore, hein, alors bon, on a une... ça va de pair hein, avec ce que je vous disais sur la théorie postmoderne de façon générale, hein, c'est-à-dire la mise à distance d'une perspective qui va être jugée trop rationaliste, hein, le fait de revaloriser les affects et de leur conférer une place centrale. Alors là, il y a chez Mouffe et Laclos hein, une volonté de s'ancrer notamment dans la théorie freudienne, avec l'idée que le lien social serait un lien de nature libidinale, hein, véritablement. Et c'est ce qui amène Laclos d'ailleurs à dire qu'au fond, Laclos en vient à dire que le rejet du populisme serait le rejet de la politique tout court, parce que la politique, ça serait ça. C'est-à-dire que le populisme, ce serait le moment où en quelque sorte ça serait ce qui manifesterait de manière peut-être la plus claire, la plus sensible, ce qu'est la politique. On le verrait de la manière la plus nette à travers le populisme. Et Laclos, donc je vous disais dans l'ouvrage dont je vous parlais, hein, dans son ouvrage sur la raison populiste, en vient à associer hein, le rejet du populisme au dénigrement des masses, au dénigrement des foules, etc. Et c'est ce qui va le conduire à opérer ce geste, qui va être un geste central, hein, de retournement, comme je vous disais, du stigmate, qui va être de reprendre à son compte un certain nombre de reproches que l'on adresse au populisme. Et ça va être le levier, je dirais, sur lequel ils vont s'appuyer pour ensuite pouvoir forger la théorie du populisme de gauche. Il va falloir à un moment donné opérer ce geste de retournement un petit peu du stigmate, et notamment à travers ce reproche hein, que le populisme s'appuie sur de la rhétorique, ce qui est quand même quelque chose d'évidemment très important, c'est-à-dire l'idée que le populisme s'appuie sur de la rhétorique au sens le plus critiquable du terme, hein, c'est-à-dire sur de la pure rhétorique, sur du discours vide, d'une certaine façon, hein, eh bien, Laclos va dire que c'est bien le cas, mais que ce n'est pas quelque chose qu'il faut comprendre de manière péjorative. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? Parce que ça peut paraître assez surprenant. Comment est-ce qu'il va reprendre à son compte, d'une certaine façon, l'idée qu'il faudrait s'appuyer sur la rhétorique de manière privilégiée, hein, l'idée que font le fait que le discours populiste est un discours vide et vague, mais que ça n'est pas un défaut mais une qualité, hein, ce que dit de manière assez explicite Laclos dans La raison populiste, eh bien, c'est parce que le populisme va avoir recours à un concept, ça c'est un concept de Laclos hein, qui peut paraître un peu bizarre, qui est le concept de signifiant vide, hein, sur lequel on pourra revenir si vous voulez, hein, mais Laclos considère que ce qu'il appelle l'opération hégémonique, hein, c'est-à-dire l'opération hégémonique, pour le dire très vite, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais c'est ce qui va amener à construire un peuple, hein, ce terme de la construction du peuple, hein, c'est-à-dire qu'on construit un peuple par le discours, encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupes sociaux qui sont préconstitués parce qu'ils constituent des agents particuliers dans les rapports de production ou ce que vous voulez. On va construire un peuple, c'est-à-dire qu'on va construire un nous, hein, dans le rapport entre eux et nous, par le discours. Par le discours, et pour opérer cette construction du peuple, cette construction du nous, on va s'appuyer sur de la rhétorique et sur des signifiants vides, sur ce que Laclos appelle des signifiants vides. Des signifiants vides, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des mots, des mots qui vont permettre de nommer un objet qui est à la fois impossible et nécessaire.
Parce que le nous, dans la mesure où il va rassembler, va construire un peuple qui n'a pas d'autre réalité que cette réalité discursive, cette réalité dans le discours, eh bien il doit nommer un objet qui est à la fois impossible et nécessaire. Ça c'est évidemment le cœur, hein, finalement, de la théorie, disons, rhétorique développée par Laclos. Pourquoi est-ce que impossible? Eh bien parce que Laclos va considérer qu'on ne peut pas réellement réconcilier, hein, toutes les demandes sociales hétérogènes, hein, et nécessaire parce qu'en même temps, aucune hégémonie ne va se construire sans une forme de convergence entre ces demandes sociales. Et lorsque Laclos dit qu'il faut des signifiants vides, il dit que finalement il faut des mots qui correspondent à l'emploi de termes figurés qui ne peuvent pas être remplacés par des termes littéraux. C'est, là encore, en rhétorique, c'est un nom technique, hein, ça s'appelle une catacrèse. Ça peut paraître un peu un mot bizarre, mais en fait, je vais vous donner des exemples, c'est des exemples très, très concrets. Hein. Un terme figuré qui ne peut pas être remplacé par un terme littéral, hein, c'est comme quand on dit les pieds d'une chaise ou les ailes d'un moulin. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle une catacrèse. Et Laclos dit explicitement que l'opération de construction du peuple, c'est une opération de type catacréstique, hein, qui consiste à utiliser un terme figuré qui va permettre à tout le monde de se reconnaître, mais qui ne peut pas être remplacé par un référent réel. Hein, Alors, un exemple qui est assez discutable, hein, de ce point de vue, mais que Laclos donne, hein, dans La raison populiste pour faire comprendre ce type d'opération. Hein. Je suis désolé pour les termes un peu techniques, mais c'est Laclos qui les utilise. Hein. Lorsqu'il prend l'exemple de la révolution russe de 17, Laclos nous dit le mot d'ordre bolchevique, la paix, le pain, la terre, nous dit en fait ça n'est pas ce que vous croyez. C'est-à-dire que ça n'est pas ça renvoie à plus et à autre chose que ce que c'est. C'est pas vraiment la paix, le pain, la terre, c'est quelque chose un mot d'ordre dans lequel tout le monde va se retrouver, tout le monde va mettre un peu ce qu'il veut, qui va être bien au-delà de ce qui est dit par les bolcheviks, et donc c'est pour ça que ça va marcher. Alors c'est évidemment assez problématique parce que c'est dur, disons, de le voir à partir d'un mot d'ordre qui est quand même un mot d'ordre assez concret. Hein, le mot d'ordre la paix, le pain, la terre, c'est pas un mot d'ordre particulièrement vide et abstrait, mais Laclos donne cet exemple-là, et il considère que voilà, les doléances finalement qui vont s'exprimer et disons la manière dont la population va se reconnaître dans ce mot d'ordre-là, ce sera une manière bien de donner une expression à des demandes sociales qui n'ont parfois rien à voir, qui n'auraient parfois rien à voir avec ces trois termes. Et il faut bien comprendre que de ce point de vue-là, pour Laclos, lorsqu'il dit que le populisme use de rhétorique, qui s'appuie sur des signifiants vides, pour Laclos, le caractère vide de ces signifiants n'est pas le résultat d'un sous-développement idéologique du mouvement qui les formule. Il exprime plutôt le fait que cette unification, construction du peuple, elle s'opère sur un terrain qui va être radicalement hétérogène. Puisque plus les demandes sociales sont hétérogènes, plus l'identité, au fond, des forces populaires et de l'adversaire à combattre deviennent difficiles à déterminer, et pour Laclos, c'est ce qui expliquerait qu'au fond, le vague et l'imprécision seraient en quelque sorte, à chaque fois qu'on monte d'un niveau, hein, d'une certaine façon, dans la construction du peuple, on aurait besoin de mots encore plus vagues et encore plus vides, d'une certaine façon, pour que tout le monde puisse y retrouver ce qu'il veut. Alors, il y a, après je vous épargnerai les autres termes, mais il y a encore une distinction qu'il faut comprendre pour avoir en tête un peu cette théorie rhétorique. Hein.
au moins je vous les donne, comme ça vous épargnera la lecture directe des livres si vous voulez. Mais Laclos utilise également, il distingue, hein, et ça c'est assez essentiel pour comprendre comment on passe finalement hein, de cette idée, enfin comment on retrouve cette idée des vases communicants. Laclos utilise une distinction entre signifiant vide et signifiant flottant. Signifiant vide et signifiant flottant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, hein, on a deux types, en quelque sorte, d'opérations hégémoniques, hein, d'opérations de construction du peuple. L'usage des signifiants vides, bah, on l'a vu, hein, ça consiste à utiliser un certain nombre de mots un peu vagues dans lesquels les gens vont pouvoir se reconnaître et qui vont permettre de mobiliser une partie de la population lorsque vous avez un nous qui est en train de se constituer. Et l'usage des signifiants flottants, ça désigne une opération un petit peu différente qui va être, au fond, d'essayer de déplacer une frontière, qui va consister à essayer de déplacer une frontière. C'est-à-dire que vous avez un clivage entre un « eux » et un « nous » qui est constitué, et vous allez chercher à le placer différemment, c'est-à-dire à faire bouger, au fond, une frontière et à faire bouger, à construire un autre « nous » d'une certaine façon, à partir de signifiants qui permettent de déplacer les frontières entre le « eux » et le « nous ». Et Laclos va s'intéresser, notamment dans cet ouvrage-là, à la manière dont s'est opéré un déplacement dans dont un déplacement s'est opéré au Royaume-Uni à l'époque de Thatcher. Il va s'intéresser à cet exemple-là et il cite l'exemple de Michael Portillo, hein, qui est un dirigeant du Parti conservateur britannique, et qui avait raconté hein, qu'il avait d'abord milité dans sa jeunesse pour le Parti travailliste, et qu'il avait été finalement séduit par l'arrivée de Margaret Thatcher à la tête du Parti conservateur à la fin des années 70, parce que Margaret Thatcher avait représenté pour lui une forme de radicalité. Hein, il dit voilà, c'était radical, voilà. Il dit voilà, le parti travailliste à bout de souffle avait cessé de lui apparaître en quelque sorte comme une solution radicale, et il avait été, et ça c'est un thème voilà, qui est important à partir du moment où vous considérez, comme le fait Laclos, que c'est d'abord le style qui prime en quelque sorte sur le contenu, qu'il avait été obligé de choisir entre le contenu d'une politique et sa forme radicale. Même si ce radicalisme, en quelque sorte, était de tendance opposée. Et donc c'est évidemment ce qu'on retrouve, hein, c'est l'idée qu'on retrouve à partir du moment où on considère finalement que le populisme, c'est d'abord un style. Ça permettrait de voir dans la figure même de Thatcher, hein, quelqu'un qui aurait réussi à déplacer en quelque sorte cette frontière-là. C'est pareil, ça peut être le cas, je sais pas moi, avec Sarkozy sur le travail, hein, vous avez le même type d'analyse qui est tout à fait envisageable, hein, ce type de déplacement. Et Laclos, hein, du coup c'est assez symptomatique, hein, reprend justement lorsqu'il analyse la thématique des signifiants flottants, Laclos va reprendre le concept de Pascal Perrineau, le concept de gaucho-lepénisme, en disant voilà comment ça fonctionne. Et donc vous voyez comment on récupère finalement à partir de là une théorie qui est celle des vases communicants, et Laclos va dire, en reprenant et en se référant au concept de gaucho-lepénisme, qu'au fond, eh bien, ce serait justement, du point de vue du style, hein, le recours à des signifiants flottants qui aurait permis, hein, dans en quelque sorte le discours lepéniste, de réaliser, qui aurait permis au discours lepéniste de réaliser ce déplacement
qui aurait conduit des électeurs communistes ou de gauche à finalement choisir le Front National. Donc vous voyez comment, à partir de ça, on retombe finalement dans cette théorie des vases communicants. Alors, peut-être, pour avancer un petit peu, un point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la place, évidemment, des leaders politiques. La place des leaders politiques, elle est extrêmement importante hein, dans la théorie de Mouffe et de Laclos. C'est dit très explicitement, hein, il n'y a pas de construction d'un peuple qui serait possible sans la présence d'un représentant, en quelque sorte, incapable de produire ces fameux signifiants, qu'ils soient vides ou flottants. Hein. Il y a l'idée que, finalement, on aurait besoin de ces leaders pour opérer, en quelque sorte, ce mouvement-là. Alors, évidemment, ça, je passe rapidement là-dessus, mais ça s'appuie sur l'idée hein, d'une critique finalement de la démocratie, de la démocratie directe, hein, qui est mise à distance très nettement hein, au profit d'une théorie de la démocratie qui est exclusivement une théorie de la démocratie représentative. C'est-à-dire il y a un rejet qui est pour le coup disons, à rebours hein, de toute une tradition à gauche hein, qui valorise plutôt la démocratie directe. Il y a la revalorisation explicite de la démocratie représentative, hein, précisément pour ces raisons-là. Et il y a, de ce point de vue-là, c'est ce qui va conduire même Chantal Mouffe à dire, par exemple, dans son livre qui s'appelle « Construire un peuple hein, », que l'idée même de trahison de la parole des représentés par les représentants, elle n'a pas vraiment de sens, parce qu'elle repose, encore une fois, sur un préjugé un peu essentialiste qui voudrait qu'il y ait une préexistence des volontés collectives au processus de construction d'un peuple, au processus d'hégémonie hein, qui s'opère à travers, encore une fois, le discours qui va devenir, enfin, qui se précise comme étant, vous voyez bien, hein, le discours d'abord du leader. Et c'est ce qui conduit par exemple Laclos à dire que la fonction du représentant hein, n'est pas de transmettre la volonté de ceux qu'il représente, mais plutôt de donner de la crédibilité à cette volonté dans un milieu différent de celui dans lequel cette volonté a été à l'origine constituée. Voilà. On a évidemment l'idée que le représentant, de ce point de vue-là, n'est pas je dirais un acteur passif, hein, c'est plutôt quelqu'un qui va ajouter quelque chose aux volontés qu'il représente, la représentation hein, devenant de ce fait le moyen d'homogénéiser une masse qui est d'abord hétérogène. Alors, le problème, je dirais, et je terminerai peut-être par là, c'est que le contenu politique du populisme de gauche, dans tout cela, on a du mal à le distinguer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre à peu près tous les ouvrages de Laclos et de Mouffe, vous aurez très peu de choses, on va dire, programmatiques ou relevant du contenu. Mais, encore une fois, à partir de ce que je vous ai dit, ça n'est pas tout à fait surprenant. C'est-à-dire que puisque vous avez une définition du populisme qui va être d'abord une définition qui s'appuie sur qui consiste à le présenter comme un style politique, le contenu va être toujours ramené en quelque sorte au second plan, parce que même lorsqu'il apparaît dans le discours politique, il apparaît toujours comme n'étant pas véritablement ce qu'il est, puisque à l'intérieur même du discours, il va toujours renvoyer à beaucoup plus, à autre chose que ce qui est dit de manière explicite. Alors, évidemment, la difficulté, c'est, dans ce cas-là, pourquoi parler de populisme de gauche, et qu'est-ce qui va distinguer le populisme de gauche du populisme de droite? Et c'est là, je dirais, que le bas blesse, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peine, finalement, à partir de cette manière de construire, je dirais, le concept de populisme, on peine
à trouver un critère de distinction qui soit véritablement opératoire. Alors, évidemment, ils essayent de le faire. Hein. Bon, il y a d'abord des manières un peu d'esquiver la question. Hein. Dans Hégémonie et stratégie socialiste, par exemple, ils disent oui, il n'y a pas de politique de gauche dont les contenus puissent être déterminés en dehors de tout contexte. Bon, mais on n'est pas beaucoup plus avancé. Après, il y a l'idée qui a été développée notamment par Chantal Mouffe dans ses tout derniers ouvrages, hein, c'est d'insister sur la thématique de la radicalisation de la démocratie. Ça, c'est au fond ce qui permettrait un petit peu de distinguer le populisme de gauche d'un populisme de droite qui va être présenté comme réactionnaire. Mais, encore une fois, on a un petit peu de mal à voir de quoi il s'agit, dans la mesure en plus où, comme je vous l'ai dit, hein, ça s'appuie, cette idée de la théorie de la démocratie telle qu'il la développe, elle est quand même ancrée dans une critique de la démocratie directe. On a un petit peu de mal à voir de quoi il peut s'agir finalement dans cette thématique de la radicalisation de la démocratie. Donc, voilà, moi je terminerai peut-être là-dessus, c'est que, évidemment, à partir du moment où on choisit de prendre au sérieux, je dirais, ce tournant rhétorique de la politique, à mettre à distance toute forme de rationalisme, hein, parce que c'est ce qui est le point, je dirais, le plus saillant de toute leur analyse politique, hein, c'est-à-dire la revalorisation des affects. Elle se fait pour dire il n'y a pas, de ce point de vue-là, de points sur lesquels on peut s'accorder, hein, dans, je dirais, l'analyse politique, au-delà finalement de ces affects-là. Donc on a un petit peu ce problème-là, hein, et à mon avis, on peut voir à travers, je dirais, cette conjonction-là, hein, comment le terme, enfin la manière, au fond, dont le politique est défini à travers cette polarité du eux et du nous, si le débouché à la fin n'est pas précisé davantage que celui de la radicalisation de la démocratie, on voit que disons, la voie qui est tracée est quand même un petit peu dangereuse, parce qu'à mon avis, elle peine à placer, d'une certaine façon, la limite entre ce qui va relever du populisme de droite et ce qui va relever du populisme de gauche. Et alors, oui, ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, je dirais, Chantal Mouffe continue à se réclamer du terme de gauche, ce qui est quelque chose, hein, qui est d'ailleurs pas partagé par tous les théoriciens populistes qui se placent plutôt à la gauche du champ politique, hein. Il y a aussi chez un certain nombre de responsables politiques, que ce soit à Podemos ou ailleurs, qui vont dire au contraire il faudrait abandonner le terme de gauche, ce qui irait peut-être encore plus loin finalement dans la voie populiste. Mouffe considère qu'il faut le garder parce que c'est ce qui permet de faire cette frontière-là, hein, d'opérer cette frontière avec le populisme de droite. Mais je dirais que la seule revendication de la radicalisation de la démocratie, elle est, à mon avis, peu opératoire pour opérer ce partage-là. Et à partir du moment où on cherche à définir une stratégie politique, c'est quand même difficile de ne pas prendre très au sérieux cette question des contenus, parce que c'est quand même le fond de l'affaire, hein. Et à mon avis, alors bien sûr, je dirais que ça c'est le cadre théorique, et puis après il y a la manière dont les différents mouvements ou partis vont investir ce cadre théorique-là. Et donc évidemment, à partir du moment où ils vont l'investir, ils vont y mettre du contenu. Mais à partir du moment où vous mettez à distance le contenu,
vous pouvez très bien le traiter un peu comme le fait Laclos dans La raison populiste, c'est-à-dire comme un signifiant vide et de ce fait un peu interchangeable. Et c'est ça, à mon avis, le risque principal, c'est-à-dire que vous pouvez du coup vous dire que vous pouvez passer un petit peu de l'un à l'autre sans que ça pose trop de problèmes. Donc je pense que ça, c'est peut-être le point qui mériterait d'être le plus discuté lorsqu'on se confronte au populisme de gauche. Écoutez, je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Henri, Pascal, là-bas. Merci pour votre travail sur des auteurs qui sont dans le discours. Vous avez cité Freud, je vous citerai Lacan, qui disait « tout discours est mensonger ». Donc on est pris dans ça, et d'autre part, en vous écoutant, ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand le populisme, les discours actuellement, ils sont portés par l'ensemble des médias. Regardez le populisme, bon, qu'est-ce que ça veut dire, populisme de gauche? Qu'est-ce que c'est que la gauche? Alors là, je voudrais vous poser une question toute simple. Vous-même, quelle est votre position? Pascal. Oui, donc, vu la densité de tout ce qui a été dit, tu dis à un moment donné, le populisme de gauche était au début dénoncé, puis aujourd'hui il est revendiqué. Alors déjà, je me dis, est-ce que c'est pas déjà dû au fait qu'on a eu quand même 5 ans de Hollande qui se définit à gauche, et qu'à partir de là, le mot gauche devient très compliqué, parce que quand on tracte dans la rue, le nombre de fois on s'est fait envoyer paître en disant non mais nous la gauche, merci, on en a soupé. Donc déjà, est-ce que c'est pas une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, des gens essayent de chercher une autre identité, d'autre chose? Alors, moi je vais jouer forcément un petit peu le provocateur, c'est est-ce qu'on ne fait pas nous-mêmes du populisme de gauche depuis longtemps? Parce que moi ce que j'ai compris c'est que Moufle était sur la stratégie politique plutôt que je pense pas qu'elle cherche à être idéologue. J'ai l'impression qu'elle donne une méthode de travail et qu'ensuite chacun y met, peut-être que je me trompe, mais chacun y met ce qu'il veut dedans et a dit vous qui êtes à gauche, aussi bien les sociodémocrates que les marxistes, voilà. Parce que moi ce que j'en ai compris dans le populisme de gauche c'est le eux et le nous. Mais quand on fait un peu de lutte des classes, alors, de manière très succincte, mais quand Torres parle des 200 familles face au peuple d'une manière générale, j'ai vu une émission, il y a Ducange qui dit, mais en fait, le Parti communiste pendant très longtemps a refusé la notion de gauche, qui disait que c'était un clivage parlementaire bourgeois et que lui était le peuple face aux élites. Et quand aujourd'hui on revendique les 99% contre le 1%, est-ce qu'on n'est pas dans un populisme de gauche où en fait on lance ces trucs qui essayent d'être le plus hégémonique possible, enfin le plus rassembleur possible, mais à la différence du populisme de droite où nous on continue à dénoncer le capital, j'ai l'impression que c'est là-dessus. Donc moi franchement pour l'instant encore aujourd'hui, le populisme de gauche me séduit parce que les leaders, on sait très bien qu'aujourd'hui on en a besoin, il y a certaines organisations politiques aujourd'hui qui sont en manque et qui du coup alors que leurs idées sont bonnes ont du mal à percer. On a besoin d'avoir un terrain un peu commun parce que les intérêts de classe aujourd'hui, moi je suis un peu d'accord, hein, moi il y a plein de gens autour de moi qui sont des prolos, des petites gens, et ils n'ont pas l'impression d'en faire partie. Et quand on parle de lutte des classes, ils ne se sentent pas du tout concernés, alors que quand on leur parle des fins de mois difficiles, des difficultés du 1% contre les 99%, ils entendent beaucoup plus. Donc voilà, donc je veux dire que moi pour l'instant le populisme de gauche ne me déplaît pas et j'arrive pas à comprendre en quoi il est en contradiction avec la lutte des classes alors même qu'on fait ça depuis un certain temps. Oui, tout d'abord merci pour votre présentation. Par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que je pense que vous avez ciblé la notion de populisme uniquement sur l'exemple français, alors que c'est un phénomène qui, à mon avis, est mondial et pas forcément récent. Donc, on va dire la perspective historique et la perspective internationale, donc, à mon avis, manquait un petit peu l'exposé. Alors, maintenant, donc, vous avez parlé du populisme de droite et du populisme de gauche, mais moi, ce qui me semble caractériser le populisme, c'est justement le refus du clivage droite-gauche et sa volonté de dépassement.
avec, en remplacement de ce clivage droite-gauche, ou même du clivage bourgeoisie-prolétariat, entre classes sociales, c'est le et le nous qui apparaît dans le populisme, c'est entre le peuple et le non-peuple. Voilà. Et le problème, c'est que cette notion est avec un peuple conçu comme un tout homogène et existant de façon naturelle de toute éternité, et non pas comme d'une construction, et le non-peuple étant situé généralement soit au sommet de la pyramide, soit, on va dire, dans les marges de la base de la pyramide. Et avec, à mon avis, l'idée que ce non-peuple serait doté, en dépit de son importance numérique extrêmement réduite, de capacités délétères de nuisance quasi surnaturelles. Et donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce que les fondamentaux du populisme ne sont pas le complotisme, le conspirationnisme, l'anti-élitisme et l'anti-intellectualisme? Ouais. Est-ce que je... Oui, je sais pas comme vous voulez. Vous répondez là. Oui, bonjour. Donc, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, je voulais faire une observation. Les remarques qui sont faites par ces philosophes politiques sur le côté discursif de la destination du peuple, c'est-à-dire le discours qui dit le peuple, avec les concepts de signifiant flottant, comme vous avez dit, n'est-ce pas finalement, ça ne vient pas finalement de la stratégie mise en place dans les démocraties du pouvoir pour justement discréditer systématiquement tout mouvement contestateur. Je pense en particulier du terme radicalité qui a donné radicalisme, et en fait où le mot radicalité est devenu quelque chose de très suspect. Et je trouve qu'en fait les travaux de Mouffe, je ne les ai pas lus, hein, donc c'est juste ce que vous nous en avez dit. Le concept de signifiant flottant d'ailleurs qui est assez général dans la sociologie contemporaine. Je pense à, bon, la modernité fluide, je pense à des trucs comme ça, quoi. Donc en fait la volonté, y compris chez les intellectuels, de faire des catégories qui du coup ne signifient que ce qu'ils veulent dire, quoi. Enfin qui éloignent la compréhension de la réalité, quoi. Moi c'est ce qui me choque un peu ici. Et il y a peut-être une interaction entre les intellectuels qui recherchent ces concepts-là et puis un monde politique qui les instrumentalise pour discréditer systématiquement le peuple. Donc ma question c'est un peu ça, c'est finalement est-ce qu'on n'est pas un peu victime d'une stratégie assez perfide, on va dire, du pouvoir pour discréditer systématiquement les concepts qui finalement deviennent normatifs et enlèvent la signification de ce que c'était, et faire perdre les repères. Voilà. Moi je pense en particulier à Sarkozy. Jean, tu réponds avant votre question. Moi j'en ai une après aussi. Alors, bon, je vais essayer de répondre. Il y a beaucoup de choses, hein, donc je ne sais pas si je vais répondre à tout. Et je présente mes excuses par avance si je frustre certains d'entre vous. Alors, la première question sur quelle était ma position, je ne sais pas exactement ce qu'elle recoupait. Après, si c'était ma position par rapport au populisme de gauche, bon, si ça ne s'est pas tout à fait entendu, je le dis peut-être de manière plus explicite, mais je suis assez critique à l'égard du populisme de gauche, puisque l'un des objectifs de cette, disons, de cet exposé était de montrer, à partir de l'assise théorique la plus explicite qui existe pour le populisme de gauche, à savoir la théorie de Mouffe et Laclos, parce que bon an mal an, à peu près tous les mouvements populistes de gauche s'en réclament d'une façon ou d'une autre, c'était de montrer quels étaient dans cette théorie politique les dangers, les risques qui étaient présents. Voilà. Citez-moi un parti politique qui se dit populiste. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Vous parlez un peu. Alors, non, mais je vais répondre, mais alors, citez-moi un parti politique, la revendication du populisme, en tout cas de gauche, il me semble qu'elle est présente. Alors évidemment, parfois ça varie, ça oscille, mais dans un mouvement comme la France Insoumise, par exemple, c'est pas quelque chose
qui est absent. Il y a eu des dialogues, mais c'est quelque chose de tout à fait assumé à ma connaissance. Je pense pas comment dire, trahir la parole de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il se revendique du populisme de gauche. Je pense que c'est quelque chose qu'il fait de manière tout à fait assumée. Alors après, parfois c'est mis à distance. Mais en fait pas une discussion. Après, moi, je suis pas commentateur des positions de Jean-Luc Mélenchon, je le faisais sur un autre terrain, mais là, si vous me posez la question, je donne un exemple. Après, je pense que Podemos en Espagne en est un autre exemple. Inigo Errejón, qui était un dirigeant de Podemos, a coécrit un livre avec Chantal Mouffe, donc je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine proximité. Ou Sarah Wagenknecht en Allemagne, avec son mouvement Aufstehen, est à ma connaissance aussi assez proche de ces positions-là. Alors, bon, cela étant dit, donc il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs points sur le caractère un peu démonétisé du signifiant gauche, si on veut. C'est vrai que c'est un problème et ça a été souligné, et je pense qu'à partir du moment où le terme gauche vient en substitut d'une analyse qui est une analyse de classe, par exemple, c'est sûr qu'il y a un problème. Et moi, je ne pense pas que le terme gauche doive constituer un substitut, c'est-à-dire servir de terme qui permettra de définir à lui seul un contenu politique. Ça c'est vrai, parce qu'évidemment, si on se réfère uniquement à gauche, on va avoir tout un tas de problèmes. Néanmoins, il ne me semble pas que pour autant, parce que évidemment à gauche c'est toujours positionnel, c'est toujours gauche par rapport à droite, ça ne suffit pas. Ça, je suis entièrement d'accord sur ce sujet-là. Il n'y a pas j'ai pas de problème là-dessus. En revanche, je pense que la solution, de mon point de vue, elle me paraît être justement plutôt dans une perspective qui va consister à réancrer le terme gauche dans du contenu politique, et donc dans une analyse de classe, à mon sens. Je pense que c'est la façon peut-être la plus juste de procéder. En tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à le voir, plutôt que dans un tournant plus rhétorique qui va consister à s'en détacher, mais à s'en détacher en quelque sorte par une position un peu de surplomb, qui va consister à rejeter le clivage gauche-droite et à dire, puisque les gens qui se disaient de gauche n'étaient pas vraiment de gauche, du coup on va forger un petit peu des nouveaux termes qui vont être en quelque sorte au-delà des clivages traditionnels, parce qu'ils seront peut-être plus mobilisateurs, mais qui ne vont pas s'ancrer, et c'est à mon avis ce qui pose le plus de problèmes avec le terme populiste, parce qu'ils ne vont pas s'ancrer dans un contenu politique. Alors évidemment, c'est sûr qu'il y a toujours il y a toujours un peu une double, je dirais une ambiguïté à travers le terme populiste. C'est-à-dire que tantôt ça désigne un peu une méthode, effectivement, c'est-à-dire un peu un manuel en quelque sorte à destination de n'importe quel mouvement politique qui voudrait réussir en politique en quelque sorte, et il devrait appliquer les principes du populisme, qu'il soit de gauche, de droite, du centre, voilà. Et en même temps, il y a l'idée, et c'est ça qui pose à mon sens un peu problème, c'est que Laclos et Mouffe jouent un peu sur les deux terrains, puisqu'ils rejettent l'idée que finalement il y aurait quelque chose comme des classes sociales. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est... Ils disent pas, on ne se prononce pas sur l'existence de classes sociales, c'est pas ça qu'ils font. Ils disent à un moment donné, le réel n'est constitué que par le discours, et donc on va pouvoir en faire finalement ce qu'on veut. Alors, il y a une ambiguïté aussi sur 1%, 99%, parce que à l'intérieur même de la théorie populiste, il n'y a pas de véritable accord là-dessus. Par exemple, si on prend la discussion entre Mouffe et Errejón, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Mouffe rejette le thème 99%, le thème qui est développé par exemple par Occupy Wall Street. Elle va rejeter cette idée-là, parce qu'elle va considérer que c'est une manière finalement de déplacer l'antagonisme tellement loin que finalement il n'y a plus vraiment d'antagonisme d'une certaine façon. C'est comme ça qu'elle le formule. Alors après, sur
sur Thorez, c'est sûr que c'est un petit peu difficile parce que il faut faire le partage d'une certaine façon entre ce qui va relever. Alors bon, en plus, moi je suis pas historien, donc je suis pas spécialiste des discours de Maurice Thorez. Je serais un peu embêté pour répondre là-dessus de manière très, très précise, mais je pense qu'on ne peut pas dire que les discours de Maurice Thorez même, je ne dis pas qu'il faut faire les discours de Maurice Thorez, hein, je dis juste, si on essaye de comprendre les discours de Maurice Thorez, on ne peut pas dire qu'il ne s'appuyait pas sur une analyse qui était une analyse de classe. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a un discours sur les 200 familles, c'est pas, ce discours-là n'est pas coupé d'une analyse, je ne sais pas moi, sur les monopoles, sur le capital, etc. C'est deux points qui sont un peu imbriqués les uns disons, dans les autres. C'est-à-dire que la question de la lutte des classes, elle est reliée finalement. Alors c'est sûr que le terme de gauche, il apparaît, ça je pense que effectivement c'est assez évident, c'est-à-dire qu'il apparaît comme signifiant un petit peu de substitut à un moment donné, parce que il est revendiqué, disons, par un certain nombre de forces, que ce soit le Parti communiste ou le Parti socialiste, comme étant un signifiant qui va permettre de dire une identité politique d'une certaine façon, surtout à partir de l'époque du programme commun. C'est sûr qu'avant, c'est moins, lorsqu'on prend les discours du Parti communiste, c'est moins présent, évidemment. Il y a d'autres types de discours qui vont être utilisés. Ça, c'est vrai. Moi, je pense qu'en tout cas, le problème, encore une fois, il n'est pas de dire c'est soit gauche, soit populisme d'une certaine façon, parce que, encore une fois, on a d'ailleurs, à l'intérieur même, pour le coup, des différents... disons, entre les différentes personnes qui se réclament du populisme, certaines vont dire il faut garder populisme de gauche. C'est le cas de Chantal Mouffe, qui pour le coup, on ne peut pas lui reprocher d'abandonner le terme gauche, parce qu'elle dit il faut dire populisme de gauche, sinon on ne sait plus ce qui nous distingue de l'extrême droite. Le problème, c'est qu'elle ne dit pas ce qui va fonder le fait de se référer à la gauche à un moment donné, sur le plan du contenu. Et moi, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. C'est-à-dire que on peut dire que le terme de gauche a été démonétisé et que de ce point de vue-là, il faut pour faire comprendre ce qu'est la gauche, il faut aussi utiliser d'autres termes, il faut se référer à quelque chose de plus précis, etc. Je suis d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on dit il faut se référer à quelque chose de plus vague. C'est plutôt ça, en fait, disons, la manière dont j'ai tendance à voir les choses. Après, sur les leaders, moi, j'ai pas forcément cette... j'ai pas la même approche, c'est-à-dire que je considère qu'il est assez discutable de dire... Tout dépend quels sont les critères qu'on prend après pour évaluer le succès d'un mouvement politique, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait considérer que le rôle d'un leader politique dans le succès d'un mouvement va se juger à l'aune de résultats électoraux à telle ou telle échéance, hein, ce qui est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Hein. Mais est-ce que ça suffit à ancrer en quelque sorte un mouvement politique, un parti dans la durée? Ça, je pense que ça peut jouer à l'inverse, c'est-à-dire que le rôle du leader peut à l'inverse inciter à des comportements de mobilisation très ponctuels, c'est-à-dire qui vont être très intenses à des moments précis, mais qui ne vont pas permettre de s'inscrire dans la durée. Et je pense que ça, il faut aussi le voir, parce que sinon on risque d'avoir après des mobilisations un peu en dents de scie, et qui peuvent aussi se faire en partie sur des malentendus. Et est-ce que de ce point de vue-là, c'est à l'aune de mouvements qui ont eu des leaders charismatiques qu'on peut juger du succès de ces mouvements? Moi, je pense que sur le temps long, en tout cas, ça se discute, ça dépend du critère que l'on choisit. Alors bon, j'ai répondu. J'ai des questions, hein, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions, voilà, donc j'essaye d'aller vite.
Alors sur le fait que je me suis borné au cas français, alors évidemment, ça je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai commencé par là, donc j'ai commencé par dire que je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne pourrais pas vous parler et vous dire des choses intéressantes sur le populisme russe du 19e siècle, ou sur le péronisme, j'en ai pas du tout la compétence. Et voilà, effectivement, hein, ça, on peut tout à fait m'en faire le reproche, mais j'ai prévenu tout de suite. Voilà. Moi, disons que je ne peux aborder, en l'occurrence, le populisme que du point de vue de la philosophie politique, parce que c'est mon champ de compétences. Alors, donc refus du clivage droite-gauche, hein, ça j'en ai dit déjà un mot. Sur le lien avec le complotisme, alors ça c'est une question un peu plus compliquée. Je pense que évidemment, peut-être pour dire pourquoi il y a un problème dans le clivage peuple-élite par opposition au clivage de classe. Moi je pense que le clivage peuple-élite il ne le fait pas automatiquement, mais il peut favoriser le développement de ce qu'on va appeler le complotisme, quels sont les termes qui ont été utilisés, conspirationnisme, ce qu'on veut, précisément parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est les élites. C'est-à-dire que les élites, à un moment donné, on ne sait pas très bien si ce sont les journalistes, les députés, les patrons, d'ailleurs c'est assez rarement le cas, enfin un peu mais pas trop, donc on ne sait pas trop ce que c'est un petit peu le problème à mon avis du flou, hein, c'est que le terme élite, ça peut englober tout un tas de choses très différentes, et dans le clivage peuple-élite, on a tendance à attribuer, y compris voilà, aux élites, une sorte de toute-puissance qui en même temps est une... Enfin, on ne sait pas très bien ce que c'est, si c'est une toute-puissance ou pas. Bon, donc voilà, je pense que ça peut effectivement favoriser par l'imprécision, encore une fois, et je pense que c'est pour ça que la précision c'est important, et c'est pour ça que, y compris quand on parle de classe sociale, je pense que c'est important de bien savoir de quoi on parle, et je pense que de ce point de vue-là, le fait de définir les classes sociales à partir d'une position dans les rapports de production, hein, ce qui effectivement est une manière, pour le dire rapidement, marxiste de voir les choses, me paraît, disons, mettre à distance un certain nombre d'écueils dans lesquels on peut tomber plus facilement si on n'a pas des repères clairs. C'est-à-dire que c'est plus facile de tomber dans le complotisme si on utilise ce clivage peuple-élite, parce qu'on peut plus facilement tomber dans, disons, du patron au banquier, du banquier au député, et puis après le banquier on va se demander s'il est juif ou s'il n'est pas juif, etc. Et on peut plus facilement tomber là-dedans si on n'a pas un cadre clair. Et je pense que la dérive vers le complotisme, elle est, je dirais qu'elle peut être plus facile, disons, si on n'a pas, à un moment donné, un certain nombre de repères clairs. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Alors, c'était... Oui, alors, une stratégie visant à discréditer les concepts. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais si j'ai bien saisi, c'était à propos de, disons, du terme de signifiant vide. Hein. C'est ça, c'est-à-dire c'était comment... Finalement, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je trouve que Mouffe a réutilisé finalement le discours ambiant sur une espèce de discours ambiant sur la désignation du peuple. Vous avez dit la nation, oui, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps, quoi. C'est ce que font les politiques pour désigner, les politiques. On va dire les think tanks, plus exactement, pour désigner une certaine catégorie de population qui sont à dénigrer en quelque sorte. Quoi. Effectivement, je suis assez... Et je pense qu'il y a aussi une mise en otage des intellectuels par rapport à ces recherches-là. C'est-à-dire, je pense en particulier au problème de classe, il y a une partie de cette réflexion qui a été effacée du champ de la réflexion, justement, par le basculement sur, par exemple, l'exclusion, Effectivement, oui, je suis d'accord, mais tout à fait. Et ça va, si on prend, je sais pas moi,
des think Et tanks. je vais terminer pour clarifier ma question. Il me semble que, je rebondis sur ce qu'a dit mon camarade, il me semble que cette dynamique-là, elle met en difficulté la désignation claire de ce qu'on est, quoi. Là, le flou qu'il y a ambiant, il est volontaire et j'ai dit perfide, c'est bien le cas, parce que quand on parle de gauche et qu'on se fait engueuler parce qu'on est à gauche, c'est une réalité, alors que gauche, les gens qui l'utilisent, ça signifie pas gauche. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que j'utilisais, je trouvais que le concept de flottant, là, de signifiant flottant, était utilisé d'abord par les élites intellectuelles des think tanks pour discréditer les forces politiques qui les gêneraient. Voilà. Oui. Alors effectivement, je pense que je suis assez d'accord. On a d'autres questions, voilà, il faudra savoir terminer. Alors je réponds vraiment en 2 minutes. Je pense que je suis assez d'accord sur le fait que de fait, même si je ne pense pas que ce soit volontaire, et de toute façon peu importe, je pense que de fait, il y a une convergence objective qui se fait entre un certain nombre disons, des concepts qui sont utilisés dans ce qu'on peut appeler le commentaire politique, c'est-à-dire, j'avais cité ce que fait le CEVIPOF par exemple. On peut citer effectivement des think tanks, je pense, sur les thématiques de Terra Nova par exemple. Elles peuvent tout à fait rejoindre les nouveaux clivages, etc. Elles peuvent rejoindre dans les faits, disons, ce que vont théoriser sur le plan de la philosophie politique des gens comme Mouffe et Laclos. Ça, c'est vrai qu'on peut retrouver des liens. Alors, il y a 2 manières de l'interpréter. C'est soit moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça pose un problème. Après, évidemment, on peut considérer que du coup, ça sera... Je pense qu'il y a des gens qui considèrent que c'est ce qui permet que ce soit plus efficace, ou qu'en tout cas, ça permet, c'est plus actuel, ou que ça serait plus dans l'air du temps, justement, parce que ça reprend des concepts qui sont utilisés par les commentateurs politiques. Voilà, moi je pense que c'est un problème, mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur l'idée qu'il y a des points qui se recoupent. Mais effectivement, je vais laisser d'autres questions aussi. Donc, moi j'avais une interrogation et une réflexion. Il y a l'analyse historique du populisme. Il y a ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Donc il faut en être conscient. Et moi, populisme de gauche, pour moi, c'est pas du populisme de gauche, parce que le populisme, on voit les électeurs qui soutiennent Trump, c'est du populisme. Ce qui se passe avec 5 étoiles en Italie, c'est du populisme. Ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes, c'est la même chose. Et moi, mon inquiétude, théoriquement, tu l'as bien précisé, le danger, c'est que par exemple, si 5 étoiles vient contacter en France les Gilets jaunes, parce qu'il y a le rejet de la politique, des organisations syndicales, ils veulent autre chose. Et pour moi, populisme de gauche, c'est populisme plutôt revendicatif. Il y a une main de vivre de partout, et ce qu'ils veulent dans ces luttes, c'est de mieux vivre. Mais après, on voit bien que dans les Gilets jaunes, j'en ai rencontré, il y a des gens du Front National qui militent là-dedans, et on a vu qu'aujourd'hui, ils arrivent à être exclus dans le sens que ce mouvement est devenu revendicatif, et je crois que le danger, il est là. Parce que là, on est confronté aujourd'hui au populisme. Il y a 15 ans, 20 ans en arrière, on n'avait pas ces mêmes problèmes en France. Aujourd'hui, on est en plein dedans, et on ne sait pas comment les choses vont aboutir. Voilà. Il y avait une question. Juste dans la poursuite de ce que tu dis. Moi, je me suis fait avoir une fois par un populiste magnifique. Alors, je vais revenir un peu en arrière. L'histoire de BNP et la Terre, quand même, c'était pas tellement vide comme signifiant. Parce que après, la paix, ils l'ont signé. Le pain, ils ont essayé d'organiser pour pouvoir en donner à tous, alors qu'ils étaient dans un état pas possible. Et la terre, ils l'ont redistribuée, même si après ça s'est passé dans des façons qui sont discutables. Mais moi, par contre, on m'a appelé à voter pour un bus qui avait comme mot d'ordre un signifiant vide, magnifique. Changer la vie. Et puis, il me dit, derrière ce mot-là, je vous en mets, je ne sais plus combien, il y avait 100 et quelques propositions. Combien il en a réalisé? Combien il en a réalisé?
En 83, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Et je le maintiens. Ça, c'est un truc qui n'est pas acceptable. Ça, c'est du populisme. Alors, je ne sais pas si de gauche, de droite ou de l'extrême centre, mais c'est du populisme. Et dernière question, je crois qu'aujourd'hui, dans l'état où on est, avec ce que tu as raconté sur les élites, pas élites, qui on met dedans, moi, je rigolais quand j'ai entendu ça, on met Tapi dedans, dans les élites, excusez-moi, on met Benalla là-dedans. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, dans ma jeunesse, on parlait beaucoup d'un truc qu'on appelait appareil idéologique d'État. Je sais, ça a été discuté, ça a été critiqué. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas parler des appareils idéologiques, financiarisés, informatisés, qui font qu'on fait surgir le populisme quand on en a besoin, parce qu'il y a une crise auquel des gens répondent avec des revendications précises, et à ce moment-là, hop, signifiant vide, allez, hop, on avance. Peut-être la dernière intervention, malheureusement, on est obligé de terminer à des heures précises, hein, c'est encore une. Et la réponse, bien entendu, de Jean. Bonsoir. À propos de populisme, je me demandais si justement notre chef de l'État n'était pas le premier des populistes en fait. Parce que finalement, c'est lui qui oppose progressistes et populistes, c'est lui qui se fait élire avec un programme qui est sans colonne vertébrale, qui est ni de gauche ni de droite, et puis qui une fois au pouvoir navigue entre extrême droite ou à ne pas accueillir l'Aquarius par exemple, et puis dans la campagne à dire j'applaudis Angela Merkel parce qu'elle va accueillir 1 million d'immigrés par exemple. Donc on voit que c'est plutôt de ce côté-là où le populisme est, et dans justement l'opposition du peuple et de la population face à ce qui voudrait être, comme vous avez dit, une sorte de population moyenne en fait, il essaie de rassurer cette population moyenne qui, elle, a peur de perdre aussi par le système qu'il met en place, hein, de financiarisation, donc la précarisation de la société, la montée des inégalités. Et donc moi je pense qu'il faut conserver le terme de populisme de gauche pour bien différencier avec ce qu'il voudrait faire croire, c'est qu'il y a une unité des populismes. Or c'est faux. Il y a bien un populisme de gauche, avec une colonne vertébrale bien identifiée, avec des valeurs humanistes, et au contraire, eux qui veulent le pouvoir en place, par justement les médias, hein, par l'instrumentalisation des discours, par M. Perrineau, parce que lui, c'est quelqu'un qui est très présent dans les médias, et donc qui a introduit comment dire, ce flou en fait, comment dire, la difficulté pour les citoyens finalement à définir qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite, et qui est dans l'intérêt de ces gens-là qui ont un modèle de société où il n'y aurait pas d'alternative politique en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Alors, bon, il y a peut-être des questions qui se croisent, c'est-à-dire que la question qui porte un peu sur les gilets jaunes et cette question-là, finalement, elles ont des points un peu de recoupement. Je pense qu'effectivement, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec les gilets jaunes, elle met en avant un certain nombre de problèmes de ce point de vue-là. Hein. À mon avis, elle rend un peu symptomatique les problèmes, disons, d'une stratégie qui se revendiquerait du populisme. Et à mon avis, je ne pense pas que la solution, ça soit de dire le populisme, on va se revendiquer populiste de gauche, parce que ça clarifiera les choses. À mon avis, ça ne clarifie pas vraiment les choses. C'est-à-dire que c'est une manière d'accréditer encore un petit peu l'idée
selon laquelle finalement, et y compris quand on dit Macron a une dimension populiste, ça veut dire qu'au fond, on a quelque chose en commun. Si on dit populisme de gauche, on dit que finalement on a quelque chose en commun, après tout, dans la manière dont on va, même dans le style politique. Et effectivement, je dirais que la stratégie qui a été celle d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017, dans sa mise à distance des partis traditionnels, etc., dans l'usage, si on veut, de signifiants vides ou flottants, on peut très bien considérer qu'il y a une dimension populiste là-dedans. Moi, ça me paraît... Enfin, je pense que, au fond, c'est un petit peu le lot de ce type je dirais, de théorie politique. Hein. C'est qu'elle peut être... à partir du moment où elle ne s'appuie sur aucun contenu constitué, elle peut être réutilisée par qui le souhaite, y compris par des gens qui a priori étaient les cibles premières de cette théorie. C'est, je veux dire, Mouffe et Laclos ont d'abord pensé, je pense une partie enfin, ont d'abord élaboré leur théorie pour lutter contre je dirais le social-libéralisme un peu centriste, voilà. Mais rien n'empêche, disons, un social-libéral ou enfin, peu importe la manière dont on l'appelle, de réutiliser ce style politique qui a été théorisé par eux. Donc moi je pense que, y compris hein, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'on a plutôt intérêt à poser des repères clairs, hein, ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui ne... Ça ne veut pas dire se fermer à toute discussion, hein, au contraire, et ça ne veut pas dire refuser d'écouter les gens tels qu'ils sont. Hein. Mais à mon avis, ça veut dire aussi redire clairement ce qu'est un syndicat, ce qu'est un parti, à quoi ça peut servir. Hein, parce que je pense que le problème, y compris du rejet des élites telles qu'ils se manifestent actuellement, hein, à partir du moment où on prend au sérieux le clivage peuple-élite, c'est que dans les élites, on mettra, si on veut, les dirigeants syndicaux, on mettra tous les députés, qui soient même communistes ou insoumis ou ce qu'on veut, on mettra tout le monde là-dedans. Ça fait partie des élites, hein, si on prend cette revendication-là au sérieux. Et puis, je pense que le fait d'accès à un certain nombre de points sur la réduction du nombre de députés, d'élus, etc., ça n'est pas, à mon avis, quelque chose qui, de ce point de vue-là, va aller à l'encontre de ce discours assez vague contre les élites. Hein. Donc, moi, je pense que la situation dans laquelle on est, c'est un peu une... je dirais pas une leçon, mais elle a quand même peut-être elle doit nous permettre de tirer des enseignements sur les problèmes posés par la théorie populiste. Ça, je pense que c'est plutôt symptomatique de ce point de vue-là. Alors, peut-être deux choses rapides hein, sur le mot d'ordre bolchevique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein, je pense précisément que Laclos se trompe en disant que ce sont des signifiants vides. Et il fait dire, d'une certaine façon, à Lénine ce qu'il ne dit pas. Alors évidemment, il ne se pose pas comme un exégète de la pensée de Lénine, il va se poser comme quelqu'un qui va interpréter la révolution russe, mais je ne crois pas que ce soit effectivement très efficace de voir les choses comme ça. Mais j'aurais tendance à penser que, malgré tout, même le programme commun, alors on peut dire qu'effectivement changer la vie c'était vide, mais justement derrière changer la vie il y avait tout un tas de choses dont on peut dire qu'elles ont été trahies, ça je veux bien le dire, il n'y a pas de... Mais je pense que au moment où c'était formulé, il y avait quand même, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y avait relativement peu d'ambiguïté de ce point de vue, c'est-à-dire que sur le plan du contenu, on va dire, de classe, de la politique qui était portée par le programme commun, c'était relativement explicite, c'était relativement peu vide et flottant, d'une certaine façon.
Donc voilà, après, le fait que ça a été trahi, je dirais que c'est un peu un autre... c'est une autre question, disons, c'est une question importante, c'est pas du tout ce que... Mais je pense que c'est pas le même type de question. Et peut-être dernière chose sur cette question des appareils idéologiques d'État, hein, formule althusérienne. Alors effectivement, on pourrait en discuter longtemps, mais peut-être juste un mot. Je pense qu'il y a aussi quand même quelque chose dont il faut peut-être se garder, ou en tout cas auquel il faut faire peut-être un peu attention, c'est la tendance qu'on peut avoir à attribuer une sorte de toute-puissance aux médias et disons, au façonnement un peu de l'opinion par la presse, le discours politique. Alors, effectivement, je dis pas qu'il faut pas critiquer, qu'il faut pas faire un travail de critique des médias dominants, etc. C'est important, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas considérer que les grands médias manipulent une sorte de masse qui va vraiment suivre le vent. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça s'appuie aussi sur des transformations objectives au sein de la société, des rapports de production. Je veux dire, ça sort pas non plus de nulle part. Et les médias ne peuvent pas manipuler l'opinion, je dirais, de manière tout à fait malléable et à souhait. Et je pense qu'on on a intérêt peut-être à sortir, disons, la critique traditionnelle que l'on fait des grands médias, qui est une critique tout à fait importante, hein, mais d'une analyse justement des raisons peut-être pour lesquelles à un moment donné ça va prendre plus qu'à d'autres. C'est-à-dire que le fait d'essayer je dirais, de manipuler l'opinion, ça ne va pas prendre dans toutes les situations. C'est-à-dire que ça va prendre quand, à un moment donné, dans la société, ça va répondre à des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on... À mon avis, ça participe aussi, pour le coup, de l'image qu'on peut avoir des élites, c'est-à-dire des marionnettistes, un peu comme ça. Hein. C'est plus compliqué que ça. Il faut qu'on soit attentif aussi aux transformations dans la société elle-même qui rendent possible à un moment donné la pénétration de ce type de discours. Et je pense que si on le fait, on comprendra aussi mieux quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour contrer ce type de discours-là. Mais après, ça demanderait, évidemment, c'est une réponse un peu générale, ça demanderait à être approfondi, mais je pense que c'est quand même une direction aussi de travail peut-être dans laquelle on peut aller. Voilà. On peut remercier Jean.